bénéficie de droits en tant que citoyen, mais aussi il bénéficiera de droits en tant que patient vis-à-vis de son médecin. Cette notion est reprise dans la loi du 4 mars 2002, loi intitulée « Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins ». Par ailleurs, la charte du patient hospitalisé précise « Le malade ne saurait être considéré uniquement du point de vue de sa pathologie, de son handicap ou de son âge ». La relation médicale met en jeu deux personnes. Le médecin, un professionnel qui détient un savoir. Le malade, le plus souvent une personne ignorant les bases de la médecine et le plus souvent aussi fragilisé par la maladie. Dans cette relation médicale, nous distinguons deux attitudes. Le paternalisme médical, pratique ancienne, consistant pour le médecin à se substituer à son malade dans la prise de décision au motif que le médecin agit dans l'intérêt de son patient. Le médecin agissant alors avec ses malades comme le père de famille avec ses enfants. La deuxième attitude, le consumérisme médical. Il s'agit d'une pratique fréquente dans les pays anglo-saxons. Le malade est consommateur du système de santé. Le médecin offre des prestations. Le patient les utilise. On parle maintenant, à la place de malade, d'utilisateur du système de santé. Rappelons, dès cette introduction, des grands principes qui constituent des droits inaliénables de la personne humaine. Droit au respect de sa personne, c'est l'article 16 du Code civil. Droit au respect de son corps, y compris après la mort, article 16-1 du Code civil. Et enfin, la notion que le corps humain et les produits du corps humain sont hors du commerce, également article 16-1. Dans notre société, le malade peut être l'objet de différents enjeux au sujet de sa personne et de son corps. Ces enjeux le dépassent et il peut être victime d'enjeux de connaissances scientifiques, d'enjeux pour l'institution médicale, d'enjeux économiques et politiques, d'enjeux de société. En définitive, la vulnérabilité particulière du malade doit être protégée pour que soit assuré le respect de sa personne, quel que soit son état et les circonstances de l'intervention médicale liée aux soins. Débutons l'étude des droits du malade par l'étude des droits aux soins. Les malades disposent d'un droit à la protection de leur santé. La santé est l'effet recherché par les soins préventifs, diagnostiques et curatifs. Mais l'application des soins ne peut garantir le retour systématique à la santé ou à son maintien. En d'autres termes, la médecine n'est pas soumise à une obligation de résultat. En revanche, le médecin doit mettre en œuvre les moyens les plus appropriés à l'état du patient et permettre au malade l'accès aux soins. Article 8 du Code de déontologie. En d'autres termes, la médecine est soumise à une obligation de moyens. Le Code de santé publique stipule: le malade a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques lui garantissant la meilleure efficacité et sécurité sanitaire sans lui faire courir de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés. Cette disposition du Code de santé publique est muette sur la question du coût des soins. Le problème du coût des soins entre dans le débat de société d'une part et peut rentrer ponctuellement dans des décisions individuelles d'autre part. L'irruption du fait économique en matière de santé est un phénomène nouveau. Cette irruption a d'abord été vécue comme une incongruité, puis comme une nécessité et enfin comme un danger. La réflexion éthique a réfléchi et continue à discerner la question des enjeux de l'encadrement financier des soins médicaux. Sans rentrer dans des débats idéologiques, on peut estimer que l'utilisation optimale des moyens financiers permettra de soigner le plus grand nombre de malades. En d'autres termes, la rationalisation des soins profite au plus grand nombre.
Le problème du choix en économie de santé est majeur et pose deux types de problèmes, celui des méthodes de mesure et celui des critères d'orientation de ces choix. Le marché de la santé est caractérisé par l'absence d'équilibre entre l'offre et la demande, l'absence de pression régulatrice des consommateurs, la régulation étant jouée par les organismes sociaux en charge de la protection sociale. Le rôle du médecin est majeur dans l'orientation des soins et donc dans la mise en pratique des principes d'économie de la santé. Mais le médecin peut trouver un bénéfice individuel financier à une hyperconsommation médicale. Le médecin peut également, pour satisfaire une obligation de moyens, tomber dans un excès d'actes afin de ne pas voir sa responsabilité engagée. Seuls, l'éthique et la déontologie peuvent apparaître comme des éléments régulateurs, fragiles certes, mais réels. À ce jour, il a été le plus souvent fait confiance à la profession pour contrôler ses dépenses. C'est la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. La menace d'une gestion comptable des dépenses de santé est toujours présente. Deux modes d'action peuvent être distingués: l'optimisation des moyens, l'arbitrage entre différents moyens médicaux. En ce qui concerne l'optimisation des moyens, celle-ci pose peu de problèmes éthiques et fait l'objet d'une inscription dans la déontologie. L'article 8 précise: le médecin est invité à observer une certaine économie dans le choix des moyens sans nuire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Le médecin ne peut accepter que dans un contrat de soins figurent des clauses faisant dépendre sa rémunération de critères liés à la rentabilité de l'établissement, dès lors que ces critères risqueraient de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité des soins. Article 92 du Code de déontologie. En cas d'exercice salarié, la rémunération ne peut être fondée sur des normes de productivité qui auraient pour effet une limitation de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. Article 97 du Code de déontologie. L'arbitrage entre différents moyens médicaux est matière à affrontement entre éthique et économie. Cet arbitrage risque d'entraîner des réponses de l'ordre du tout ou rien. Par exemple, une décision d'admission ou non en réanimation. Elle pose également la question de la légitimité des décisions. Autant de décisions, mais autant d'individus en faveur desquels les choix se feront ou non. Ces arbitrages nécessiteraient des décisions de nature collégiale compte tenu de la lourdeur de ces décisions et de leurs conséquences. La décision médicale est ainsi au carrefour d'intérêts individuels et d'intérêts collectifs entre lesquels le Code de déontologie se garde bien de trancher, puisque le médecin est dit au service de l'individu et de la santé publique dans une finalité commune qui est le respect de la vie de la personne, de sa dignité, mais dans une indifférenciation notable. Article 2 du Code de déontologie. Étudions maintenant l'accès aux soins. L'accès aux soins, il est prévu un accès pour tous, c'est-à-dire que l'accès aux soins doit être possible aux malades, sans discrimination d'origine, de sexe, de situation de famille, d'âge, et quelle que soit leur opinion politique, syndicale, religieuse ou philosophique. Cet accès suppose aussi un accès à tout moment. L'accès aux soins doit être garanti quel que soit le moment. La permanence des soins est organisée pour répondre à la demande dans un délai satisfaisant. Accès aux soins en tout lieu. L'accès aux soins doit être garanti, quel que soit le lieu de la maladie ou de l'accident, par la mise en place d'un système de garde médicale et par l'organisation du schéma hospitalier. L'accès aux soins pour tous, quels que soient leurs moyens. Toute personne, quelle que soit sa situation sociale, doit pouvoir bénéficier des soins que nécessite son état sans que soit prise en compte sa position économique. L'État
doit assurer sa mission de solidarité pour permettre un accès aux soins des plus démunis. Ce texte a été institué lors de la couverture médicale universelle. Il est également prévu que les soins soient personnalisés. Dans la délivrance des soins, doivent être prises en compte les dimensions douloureuses, physiques, psychologiques de l'affection, qu'il s'agisse de soins préventifs, curatifs ou palliatifs. Le médecin n'est pas et ne peut pas être uniquement un technicien qui s'adresse à un corps. Le médecin doit prendre en compte le malade dans sa globalité, corps et esprit. Enfin, les malades doivent pouvoir bénéficier, s'ils le souhaitent, d'un accompagnement par leurs proches. Le malade ne doit pas être coupé de son réseau affectif habituel. Les médecins et les établissements doivent prendre les dispositions pour permettre cet accompagnement.